Hello, on va commencer avec la physiologie du cœur et on va voir les cellules cardiovasculaires qui déclenchent des potentiels d'action dans tout le cœur. Quels sont les objectifs d'apprentissage? Décrire et comparer les potentiels d'action dans les cellules cardiovasculaires et dans les cellules contractiles. Donc, on va faire la différence entre les cellules cardiovasculaires et les cellules contractiles. Nommer, situer et donner la fonction des éléments du système de conduction du cœur et décrire le trajet de l'onde de dépolarisation, c'est là, par la pibelle, là, dans le cœur, comparer le rythme de dépolarisation de ces différents éléments, décrire le foyer ectopique, l'extrasystole, l'arythmie, le bloc cardiaque et la fibrillation, dessiner un électrocardiogramme normal, nommer les ondes et les intervalles et indiquer ce qu'ils représentent. Et en fin de compte, relier au tracé obtenu quelques-unes des anomalies que l'électrocardiogramme permet de détecter. Donc, bon appétit tout le monde. Normalement, la capacité de dépolarisation, donc c'est-à-dire que si bah qui plus moins au niveau de la membrane, va changer bon. Donc, la capacité de dépolarisation et de contraction du muscle cardiaque est intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle ne repose pas sur le système nerveux. Il n'en demeure pas moins que le cœur sain est largement alimenté par des neurofibres du système nerveux autonome qui peuvent modifier son rythme de base. Dans cette section, nous verrons comment le rythme de base est généré et modifié. Ça veut dire là que donc, ou pas besoin système nerveux pour faire cœur abattre. Et la dépolarisation est intrinsèque à l'intérieur du cœur même. OK? Mais, dans une situation normale, cœur a pour recevoir quand même les innervations du système nerveux autonome, ça veut dire qu'il ne dépend pas de la volonté. OK? Et on va voir ça là. Ça va? C'est ça qui fait que pour qu'apprendre que on monde, pour qu'à mettre dans l'estomac, on l'autre monde. Parce que à ce moment-là, il a pas puisqu'il n'a pas besoin de recevoir des instructions du cerveau. OK? Donc, nous prenons la première partie, donc 18.5.1. Régulation du rythme de base. C'est le système de conduction du cœur. On va voir le rythme de base. L'activité indépendante, mais coordonnée du cœur est due à deux facteurs. La présence de jonctions ouvertes, donc un, la présence de jonctions ouvertes, deux, le système de commande intégré du cœur. Le système de conduction du cœur au système cardio-necteur est composé de cellules cardiaques non contractiles appelées des cellules cardio-nectrices, pas les cellules musculaires. La fonction de ces cellules consiste à produire des potentiels d'action, c'est l'autre nom, sinon je vais tomber l'autre nom de l'influx nerveux, et à les propager dans le cœur afin que les myocytes, que veut dire myocytes, les cellules musculaires, qu'on appelle encore les fibres nerveuses, afin que les myocytes se dépolarisent et se contractent suivant un ordre bien établi. Par conséquent, le cœur bat comme s'il n'était formé que d'une seule cellule. Voyons comment ce système fonctionne. Donc, ça veut dire que le cœur va contracter, c'est toute les musculaire qui va le contracter en même temps. Le va le relâcher, c'est tout qui va relâcher en même temps. C'est comme tu dirais, c'est un seul gros fibre musculaire qu'on dégaine. Maintenant, production des potentiels d'action. Donc, comment les cellules cardiovasculaires vont déclencher les flux nerveux. Même bagage que nous, production des potentiels d'action par les cellules cardio. Lorsqu'elles ne sont pas stimulées, les cellules contractent.
les cellules contractiles du cœur, tout comme les neurones et les myocytes squelettiques, maintiennent un potentiel de repos stable. Cependant, environ 1% des cellules cardiaques sont des cellules cardiolitiques, pas des cellules musculaires, qui peuvent se dépolariser spontanément et réguler l'automatisme cardiaque et réguler le rythme cardiaque. Et les cellules cardiolitiques font partie du système de conduction du cœur. Elles ont un potentiel de repos instable qui se dépolarise de manière continue et se dirigeant lentement vers le seuil d'excitation, appelé potentiel rythmogène en anglais. Pacemaker, c'est potentiel rythmogène. Ou pré-potentiel, pacemaker, ça veut dire ce qui va déclencher la dépolarisation. Ces potentiels de membrane qui changent spontanément déclenchent les potentiels d'action, donc déclenchent les flux nerveux qui se propagent dans le cœur et génèrent ces contractions rythmiques. Voyons maintenant les trois phases d'un potentiel d'action dans les cellules cardio-injectrices typiques. Dans ce cas-là, on va voir quel schéma? Le schéma 18-12. OK? Et il y a une animation. Voici, animation, va me montrer. Ah, le cœur, le potentiel cardiaque. On va regarder l'animation d'abord. Et après ça, retourner dans le schéma. Et après ça, on a fini avec texte. OK? Le son. OK. On y va.
Voilà. Donc, l'animation, on a vu là. On reprend ça. Donc, donc là, la différence qu'il y a entre une cellule cardiaque et une fibre cardiaque et une fibre musculaire normale, c'est que une fois que les fibres repolarisées, ok, il va lentement fin dépolariser. Ce qui fait que ça va déclencher à nouveau un potentiel d'action ici. Parce que pour le muscle, il fin repolariser, il était au potentiel, au potentiel de repos et il faut attendre qu'une autre fibre nerveuse vienne provoquer le potentiel d'action. Mais ce n'est pas le cas pour le cœur. Donc, une fois que la fine, là, il finit, une fois que le passé là, il vient dépolariser, ok, parce que là, il vient plus, là, c'est zéro, ok, il peut le repolariser et commencer lentement pour le dépolariser jusqu'à ce que l'arrivée à moins 40 et le ça, l'a provoqué encore un nouveau potentiel d'action. Ok? Kounya, c'est ça, vous constatez, vous va regarder Kounya qui ça provoqué ça. Ok? Donc, tu as les canaux et tu as les ponts. Yo pral do ça. Donc ici, ça c'est le milieu interne, là c'est la cellule. Tandis que là, c'est le liquide interstitiel. Ok? Donc, qui différence qui gagne entre canaux et pompe, c'est ça yo pral do. Donc, on va le dire, la différence entre les pompes et les canaux, alors, ici ce sont les canaux et les pompes, c'est que la diffusion, pardon, à travers les canaux va se faire suivant un gradient de concentration. Tandis que au niveau des pompes, la diffusion va se faire de façon active et on devra donc utiliser de l'énergie. Et l'énergie, c'est quoi? C'est l'ATP. C'est ce qu'on va voir là maintenant. OK? Donc, canaux à voltage dépendant, donc ça va dépendre du voltage que ça marche. Tandis que le canal lent à sodium, ça va se faire par diffusion. OK? Diffusion simple. Suivant donc un gradient de concentration du sodium. Le sodium va passer du côté plus concentré au côté moins concentré. Maintenant, on va voir les pompes. On va commencer avec la pompe à calcium. Et donc, ça, c'est le gradient de concentration. OK? Donc, de plus concentré à moins concentré. Donc, les pompes vont transférer les ions et à l'inverse de leur gradient de, voilà.
Donc, ça va sortir du moins concentré. Non, c'était du plus concentré. Voilà. Donc, ça va faire l'inverse, ce ne sera pas suivant l'inverse du quartier de concentration. C'est pour cela que elles ont besoin d'ATP. Donc, maintenant, on va voir comment le potentiel cardiaque va se faire. Songez, je crois, que c'est aux environs de moins 60, OK? Et on va arriver jusqu'à plus 10 à l'heure. Qui, Jean, ça va le faire, c'est ça, on va le faire. OK? Donc, ça, c'est la polarisation. Le milieu interne est chargé négativement et le milieu externe est chargé positivement. Il y a plus ion plus à l'intérieur des ions potassium dans le milieu interne. Ça fait que l'il polarise. OK? Donc, lentement, les ions calcium vont passer dans le canal, les canaux de calcium. Et comme ce sont des ions plus qui rentrent, ou est que, sous diagramme là, ou est que à l'intérieur, ça va perdre sa négativité, donc la pile moins négative, jusqu'à ce qu'il arrive dans le seuil d'excitation. Que se passe-t-il au seuil d'excitation? Donc, c'est ça que veut dire canaux à voltage dépendant. Du moment que arrive à moins 40, canaux à calcium, canaux à calcium, oui, calcium va rentrer en masse. Et ça que ouais, porte la montée jusque qu'il y a tellement de calcium qui rentre que qu'on y a, on va avoir une inversion de la polarité. À l'intérieur, on va venir plus. Et à l'extérieur, on va venir moins. C'est ce qu'on appelle la dépolarisation. Donc, une fois que 10 plus 10 millivolts atteint, ce qui s'est passé, plus 10, ça va provoquer la fermeture des canaux à calcium et l'ouverture des canaux à potassium. Et comme on a plus potassium à l'intérieur qu'à l'extérieur, la diffusion va se faire suivant le gradient de concentration et comme on paquet de charge positive qui a sorti, milieu à retourner. C'est ce qu'on appelle la repolarisation. Donc, arriver à moins 60. Et le arrivé à moins 60 qui s'accumule, et voilà, le cycle est bouclé. Donc, on y a canaux à potassium va le fermer. Les canaux lents à sodium, oui. Bon, oubliez, canaux lents, ça va l'ouvrir. Calcium va, ça va s'ouvrir. Et on va recommencer à avoir une très lente dépolarisation de la membrane.
OK? Qui arrive jusqu'au seuil d'excitation. Donc, ça fait que là, pour avoir, bien que la repolarisation s'est faite, ok, bien que la repolarisation s'est faite, mais on pas gain exactement les mêmes ions en dedans qu'en dehors. Donc, pour recommencer que même ions en dehors en dedans qu'en dehors, on est obligé d'utiliser les pompes, ok, qui vont traverser les ions, ok, mais qui, pas suivant le gradient de concentration, à l'inverse de leur gradient de concentration, pour qu'on ait exactement les mêmes ions dans le milieu interstitiel que dans le milieu interne. Sinon, après, que l'on n'a pas contracter encore. OK? Voilà qui bon, et pourquoi me battre tout ça. Donc, on a déjà vu le tour maintenant, on a vu le tour grâce à l'animation. On va essayer, ouais, qui ça qui touche. Donc, ce schéma-là, il parle de quoi? C'est les potentiels rythmogènes et potentiels d'action des cellules cardio-nécristes. Donc, on a vu que pour les cellules cardiaques, on va plutôt parler de potentiel rythmogène parce que ça suit un rythme, la dépolarisation arrive. Donc, pour gagner un, donc ça, on connaît déjà, c'est la lente dépolarisation. Deux, c'est la rapide jusqu'à la dépolarisation parce que ça dépasse zéro. Ensuite, la repolarisation. OK, donc on appelle ça le potentiel rythmogène. Donc, il y a 1, 2, 3. 3.1. Potentiel rythmogène. Cette lente dépolarisation est causée par l'ouverture des canaux à sodium et par la fermeture des canaux à potentiel. Remarquez que le potentiel de membrane n'est jamais représenté par une ligne horizontale. Et donc, il n'est pas jamais traité au repos. Une ligne horizontale, ça veut dire que le potentiel n'a pas changé. OK? La 2, la dépolarisation maintenant. Ici. OK? Dépolarisation, elle devient complète, c'est lorsque ça arrive à plus. Donc, la dépolarisation, le potentiel d'action prend naissance quand le potentiel rythmogène atteint un seuil d'excitation. Et le seuil d'excitation, c'est moins 40 millivolts. La dépolarisation est causée par l'entrée du calcium par les canaux ioniques. On avait dit canaux à voltage dépendant. Quoi, qu'est-ce qui se passe? La repolarisation, elle résulte de l'inactivation des canaux à calcium et de l'ouverture des canaux à potassium qui permet la sortie du potassium et le retour du potentiel de membrane à son voltage le plus négatif. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ça? Le rôle des pompes. Il y a troisième façon de voir la même chose. Un, potentiel rythmogène. Songez, c'est ça, potentiel rythmogène. Je vais expliquer. Là, c'est un petit résumé. Là, on va l'expliquer plus souvent. Le potentiel rythmogène est attribuable aux propriétés particulières des canaux ioniques du sarcolème. Le sarcolème, là, c'est le cytoplasme. OK? Dans ces cellules, l'hyperpolarisation qui se produit à la fin d'un potentiel d'action entraîne la fermeture des canaux à potassium et l'ouverture des canaux lents à sodium. L'entrée du sodium perturbe l'équilibre entre la perte de calcium et l'afflux de sodium et l'intérieur de la membrane devient de moins en moins négatif ou encore de plus en plus positif. Donc, c'est ce qui arrive dans le potentiel rythmogène.
Après ça, 2, c'est l'entrée en masse des ions calcium qui va arriver jusqu'à la dépolarisation. Lorsque le seuil d'excitation, environ moins 40 millivolts, est atteint, les canaux à calcium s'ouvrent et permettent l'entrée massive d'ions calcium de plus, Ca de plus. Donc, à ce moment-là, c'est massif. C'est ça qui fait qu'on montre que la pente est raide. Quand le passage est lent, donc la pente est douce et elle devient raide là. OK? Dans les cellules cardioélectrices, c'est la diffusion du calcium plutôt que celle du sodium vers le sarcoplasme, donc qui est donc à l'origine de l'inversion du potentiel de membrane et de la phase ascendante du potentiel d'action. C'est la dépolarisation. Trois, qu'est-ce qui va se passer? La repolarisation, les canaux à calcium deviennent inactifs, comme dans d'autres cellules excitables. La phase descendante du potentiel d'action et de la repolarisation traduisent l'ouverture des canaux potassium et la diffusion des ions potassium vers le liquide interstitiel. Donc, les ions vont sortir. Maintenant, lorsque la repolarisation est complète, les canaux à potassium se ferment, ce qui réduit la sortie du potassium et ramène la membrane sarcoplasmique à son potentiel de repos avant que ne débute une autre dépolarisation. Et qu'on vient de comprendre tout le bagaille, yo. C'est un déroulement de l'excitation. Ok? Les cellules cardionécristes typiques sont situées dans le nœud sinusal et le nœud auriculo-ventriculaire. Les cellules du faisceau auriculo-ventriculaire et de ses branches droite et gauche, ainsi que les myofibres de conduction cardiaque des parois ventriculaires, peuvent agir comme cellules cardionéctrices. Et que ni les cellules cardionéctrices, ni les cellules, ni les fibres myocarde, tous les deux peuvent agir même genre. Les potentiels d'action parcourent le cœur dans l'ordre de cette énumération. C'est 1 à 5 et suivent le trajet indiqué en jaune de la figure 18-13. Figure 18-13, c'est le système de conduction. Donc, c'est comment va se faire l'excitation. On a vu comment va se déclencher l'excitation, OK? Et ça, c'est comment va se faire le déroulement de l'excitation, OK? Donc, le déclenchement de l'excitation, c'est lorsque la dépolarisation arrive à moins 40 millivolts. Ça, c'est l'autre vidéo. Ah, une autre vidéo, le cœur, système cardio-nécteur. Facile avec les vidéos. On y va. Donc, comme l'autre fois, on va suivre d'un coup et après ça, on va voir séquence après séquence. Ouais, bon. Qu'est-ce qui se passe là? OK.
Bon, moi, c'est assez clair. Est-ce qu'on a besoin de revoir ça? Non. OK. D'accord. Donc, maintenant, c'est ce qu'on va voir avec ce qui est écrit. Donc, on va comprendre comment l'excitation se fait, le déroulement de l'excitation. Donc, ça commence d'abord au nœud sinusal. Ensuite, par l'intermédiaire de la paroi des oreillettes, ça va arriver au nœud auriculo-ventriculaire parce qu'il n'y a pas de lésion directe entre le nœud sinusal et le nœud auriculo-ventriculaire. Et c'est ce qu'on montre là. Et après ça, ça continue. Donc, on commence. Un, les potentiels d'action prennent leur origine dans le nœud sinusal. C'est le centre rythmogène. C'est lui qui va déclencher la contraction. Ensuite, donc on a ça, le nœud sinusal, on l'appelle encore SA, est aussi appelé nœud sinuatrial ou nœud de Kétéflac. Il y a une chance parce que moi-même, c'est des Kétéflac, seulement pour te se trouve dans la paroi de l'oreillette droite, au-dessus de l'entrée de la veine cave supérieure. En tant que centre rythmogène, pacemaker en anglais, ce minuscule amas de cellules cardionécristes, donc cellules en forme de croissant, accomplit une tâche herculéenne. Typiquement, le nœud sinusal se dépolarise spontanément environ 75 fois, il a dit 100 fois. Vous songez, une vidéo, 75 fois par minute. Comme cette fréquence de dépolarisation dépasse les autres éléments, là, il est d'accord avec la vidéo, du système de conduction du cœur, le nœud sinusal marque la cadence de toutes les cellules contractiles cardiaques. Le rythme caractéristique du nœud sinusal, le rythme sinusal détermine donc la fréquence cardiaque. Pour anticiper, on va le faire électrocardiogramme, non? On va voir si ça se déclenche au niveau du nœud sinusal. À ce moment-là, on dit que nous avons justement un rythme sinusal. Rythme sinusal, ça veut dire qu'il commence au niveau du nœud sinusal. Deux, OK? Donc, à travers les tractus internodeux, donc internodeux, tu vois, nodeux, internodo, nodo veut dire nœud. Donc, tu as un premier nœud, tu as un deuxième nœud, et entre eux, tu as le tractus, et entre les nœuds internodaux. Donc, les potentiels d'action s'arrêtent temporairement et au nœud auriculo-ventriculaire. C'est le numéro 2. Pilon, OK? Nœud auriculo-ventriculaire. Du nœud sinusal, l'onde de dépolarisation, c'est le potentiel d'action, OK, se propage dans les oreillettes par la jonction ouverte, par les jonctions ouvertes, je te rappelle, ça a été en vert, par les jonctions ouvertes des cellules contractiles. Elle emprunte ensuite les tractus internodaux qui relient le nœud sinusal au nœud auriculo-ventriculaire, appelé nœud atrio à la place de auriculo, atrio-ventriculaire ou nœud d'Ashkoff-Tavaran, situé dans la partie inférieure du septum interauriculaire, juste, non, c'est le septum qui est entre les deux oreillettes, mais c'est la partie inférieure, ouais, c'est à la partie inférieure du, ça c'est le truc interauriculaire, ok? Hein? Voici le septum, ça c'est interventriculaire, et ça c'est, pardon, auriculaire, ça, et ça c'est interventriculaire, ok? Donc, parce qu'on est arrivé. Là, je constate de la partie inférieure du système interauriculaire, juste au-dessus de la valve auriculo-ventriculaire droite. OK? La valve auriculo-ventriculaire droite, et c'est juste au-dessus. OK? Et ce trajet prend 4 centièmes de seconde. Au nœud auriculo-ventriculaire, le potentiel d'action est retardé
pendant environ un dixième de seconde, ce qui permet aux oreillettes de réagir et d'achever leur contraction avant que les ventricules amorcent la leur. De contraction. Parce que heureusement, tous les deux, parce qu'ils doivent contracter en même temps. Ce retard est lié au fait que, à cet endroit, les myocytes ont un petit diamètre et un moins grand nombre de jonctions ouvertes pour laisser passer le courant. C'est pour ça qu'il y a un retard. Heureusement, sinon, oreillette à ventricule, tu as contracté en même temps. En conséquence, le nœud auriculo-ventriculaire achemine le potentiel d'action plus lentement que ne le font les autres éléments du système de conduction, tout comme la circulation ralentit lorsqu'une autoroute passe de 4 voies à 2 voies. OK? Ensuite, le potentiel d'action parcourt rapidement le reste du système de conduction. Ça, c'était numéro 2. Numéro 3, maintenant. Donc, on est passé des deux nœuds. Maintenant, on va prendre le faisceau auriculo-ventriculaire qui relie les oreillettes au ventricule. Là, faisceau qui va se terminer par les branches du faisceau. On va voir, on va voir. Donc, on va ici. Oui, on va faire comme ça. Alors, on va voir c'est quoi. Maintenant, faisceau auriculo-ventriculaire. Du nœud auriculo-ventriculaire, le potentiel d'action rejoint le faisceau auriculaire ventriculaire, atrio-ventriculaire ou faisceau de His, vous bien joigné, situé en haut du septum interventriculaire. Bien qu'il soit adjacent, les oreillettes et les ventricules ne sont pas reliés par des jonctions ouvertes. Le faisceau auriculo-ventriculaire est le seul lien électrique qui les unit. Quant au reste de la jonction auriculo-ventriculaire, il est isolé par le squelette fibreux non conducteur du cœur. OK? Donc, ça, c'est le faisceau auriculo-ventriculaire, encore appelé faisceau de His. Après ça, ça va aller dans les branches droite et gauche. Voilà. Là, on a les branches droite et gauche du faisceau de His. Les branches du faisceau transmettent les potentiels d'action par le septum interventriculaire. On voit bien que c'est entre les deux ventricules. OK? Ah, les blondis. 4. Voilà, 4. Branche droite et gauche du faisceau auriculo-ventriculaire. Le court faisceau auriculo-ventriculaire se divise en deux voies distinctes. Les branches droite et gauche du faisceau auriculo-ventriculaire. Celle-ci parcourt le septum interventriculaire jusqu'à l'apex du cœur. 5. Myofibres de conduction cardiaque. Qu'est-ce qu'elles sont? On va le schéma. OK? Les myofibres, ça va être tout petit, tout petit. Les myofibres de conduction cardiaque dépolarisent les cellules contractiles des deux ventricules. On va voir le texte maintenant. 5. Les myofibres de conduction cardiaque ou rameaux subendocardiaques, en dessous, subendocardiaques, ou fibres de Purkinje, OK, qui sont essentiellement de longs chapelets de cellules ventrues contenant peu de myofibres, terminent le trajet à travers le septum interventriculaire, pénètre dans l'apex, la pointe du cœur, remonte dans les parois des ventricules. Les branches du faisceau auriculo-ventriculaire assurent l'excitation des cellules du septum interventriculaire, mais l'essentiel de la dépolarisation ventriculaire relève des grosses myofibres de conduction cardiaque et en fin de compte de la transmission du potentiel d'action d'un myocyte à l'autre
par le truchement des jonctions ouvertes qu'on ne trouvait pas plus haut. Le réseau des myofibres de conduction cardiaque est plus élaboré dans le myocarde du ventricule gauche, ce qui permet une contraction efficace de la paroi de cette cavité plus volumineuse. Ok. Maintenant, de la production du potentiel d'action par le nœud sinusal à la dépolarisation des derniers myocytes des ventricules, il s'écoule approximativement 22 centièmes de seconde dans un cœur humain sain. La contraction ventriculaire suit presque immédiatement l'onde de dépolarisation ventriculaire. Elle naît de l'apex, donc c'est de l'apex, ça remonte. Ok. Elle est de l'apex du cœur et se propage en direction des oreillettes suivant, suivant la direction. Attends, est-ce que c'est ça? Ah, si vous cliquez dans deux fois, suivant la direction de l'onde d'excitation dans les parois des ventricules. Elle engendre l'ouverture des valves de l'aorte et du tronc pulmonaire et éjecte vers le haut un certain volume de sang dans ces vaisseaux. La fréquence de dépolarisation spontanée des cellules cardiaques n'est pas la même dans toutes les parties du cœur. Le nœud sinusal impose normalement au cœur une cadence de 75 battements par minute. Sans le potentiel d'action produit par le nœud sinusal, le nœud auriculo-ventriculaire ne se dépolarise qu'environ 50 fois par minute. De la même manière, le faisceau auriculo-ventriculaire et les myofibres de conduction cardiaque, en dépit de leur conduction très rapide, se dépolarisent 30 fois par minute seulement sans le potentiel d'action généré par le nœud auriculo-ventriculaire. Notez que ces centres rythmogènes ne peuvent prendre le dessus qu'en cas de défaillance des centres plus rapides que. Donc, normalement, l'oreillette impose 75 battements par minute. Le nœud auriculo-ventriculaire, 50 fois par minute. Tandis que le reste, c'est 30 fois par minute. OK? Voilà. Donc, ça veut dire que si ton nœud sinusal ne marche pas, le cœur va pouvoir battre, mais à 50 fois par minute. Si celui-ci ne marche pas, ça va être 30 fois par minute. De toute façon, on te dit que en bas, et ça 30 fois par minute, il n'y a marcher que si 50 fois par marcher. 50 fois qu'à fait, le nœud auriculo-ventriculaire ne peut agir que si le nœud sinusal ne marche pas. La théodore en cas de défaillance des centres plus rapides que. OK? Le système cardionnecteur coordonne et synchronise l'activité cardiaque. Sans lui, les potentiels d'action se propageraient beaucoup plus lentement dans le myocarde, de sorte que certains myocytes se contracteraient alors bien avant d'autres, ce qui nuirait à l'action de pompage. Voilà. Donc, on s'arrête là, cette partie-là. Et prochaine vidéo, ce sera la modification du rythme de base. Parce que là, on avait vu une base qui était un rythme sinusal. On arrête la vidéo là et on reprendra l'autre après. Au revoir tout le monde.